D'un point de vue des représentations, c'est-à-dire d'un point de vue de l'histoire culturelle, il y a une fascination réciproque de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Pourquoi ? Parce que la Chine représente 5000 ans d'histoire, c'est l'une des plus anciennes civilisations, et puis les États-Unis, aux yeux des Chinois, c'est encore une jeune nation, c'est aussi un modèle à la fois libertaire, économique, c'est l'American Way of Life. Rappelons également qu'au début du XXe siècle, les États-Unis bénéficient d'un prestige sur le plan politique parce qu'à l'exception de leur colonie aux Philippines à partir de 1898, dans les faits, comparés à la France ou à la Grande-Bretagne, évidemment, les États-Unis ne sont pas une puissance coloniale. Et donc, cette image de respectabilité séduit aussi toute une partie de l'élite chinoise, notamment Sun Yat-sen, qui, on le sait, va se convertir au christianisme, mais va être également profondément fasciné et formé même par le modèle américain. Et il faut rappeler un certain nombre de personnalités américaines qui, au début du XXe siècle, vont populariser l'image de cette Chine, notamment John Dewey, grand philosophe américain représentant du courant des pragmatistes, mais aussi la grande romancière américaine Pearl Buck, qui fait l'apologie d'une certaine Chine, une Chine misérable, celle du Nord qui est en proie à la sécheresse et aux difficultés dans la région du fleuve Jaune. Et puis, un peu plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de mercenaires américains, en empathie évidemment avec la cause chinoise, la Chine étant agressée par la puissance impérialiste japonaise, vont se ranger du côté des Chinois nationalistes notamment, par la création d'une escadrille prestigieuse, les fameux Flying Tigers, dirigés par le général Chénaud. Et ceux-là joueront un rôle essentiel précisément dans la lutte sino-américaine contre l'armée japonaise. Et donc c'est un précédent très important qui est constamment rappelé, évidemment, tant par Washington que par Pékin. N'oublions pas non plus que la Seconde Guerre mondiale est une période charnière parce que, en 1943, à l'issue de la conférence du Caire, le général Chiang Kai-shek obtient des trois grands, Churchill, Staline et Roosevelt, la possibilité d'intégrer la Chine dans le futur Conseil de sécurité de l'ONU en tant que l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Grande victoire diplomatique donc de Chiang Kai-shek. La période de la guerre froide, toutefois, va être une période de très grande distanciation des relations entre les États-Unis et la Chine devenue communiste, distanciation à laquelle va mettre fin la visite de Richard Nixon, on le sait, en 1972 à Pékin, rétablissant par là même des relations diplomatiques qui seront effectives à partir de 1979. Et dès lors, la Chine et les États-Unis vont connaître pendant 10 ans une véritable période de lune de miel avec l'élection par le Time de Deng Xiaoping en 1985 comme étant l'homme de l'année. Mais ces relations au beau fixe vont connaître évidemment un déclin très certain avec une radicalisation, pour ne pas dire une opposition même de l'opinion américaine et plus généralement des opinions occidentales mais aussi japonaises contre le régime chinois à partir de 1989 et les massacres de Tiananmen contre les étudiants à Pékin.